Bien, bonjour à toutes et tous. Bah, écoutez, je vous propose qu'on puisse commencer ce webinaire. Donc, je me présente. Soyez les bienvenus déjà à ce webinaire consacré à la méthode QSE en général et à son centre de ressources en particulier. Une méthode développée par les équipes de la direction santé et confort du CSTB dans le cadre du programme Profil. Je m'appelle Vincent Lascaux, j'appartiens à la direction de la communication et des relations extérieures du CSTB. J'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec Maria-Josée Rueda-Lopez et Michael Derbez, qui portent cette méthode visant à évaluer avant et ou après travaux la performance globale énergie, santé, confort des bâtiments en situation de rénovation énergétique. Alors nous sommes ensemble pour un petit peu moins de 2 heures ce matin, 2 heures qui seront séquencées par 4 présentations, une introduction de la méthode pour commencer, ensuite la présentation du centre de ressources de la méthode QSE, la présentation du calcul de l'indicateur de performance globale. À l'issue de cette présentation, donc le calcul de l'indicateur de performance globale, vous pourrez poser vos questions et qui trouveront réponse. Et enfin, une démonstration d'utilisation du centre de ressources et la présentation du rapport de rendu de résultats. Vous pourrez aussi évidemment poser vos questions à ce moment-là. Je vous précise que ce webinaire est enregistré afin de pouvoir proposer un replay. Les présentations dureront environ 20 minutes et nous consacrerons un temps de questions-réponses à l'issue des présentations que je viens de citer. Des questions qui seront remontées par Maria Rosé, que je remercie d'avance. Quelques règles classiques de bon fonctionnement pour notre webinaire. Normalement, vos micros sont coupés, mais effectivement, ils devront rester en mode muet pendant la durée du webinaire. Je vous remercie d'avance. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions en les inscrivant dans le chat, même si la séance de réponse interviendra un tout petit peu après. Euh, les questions seront lues à voix haute et elles seront archivées. Celles qui n'auraient pas trouvé réponse en séance recevront donc un retour personnalisé. Et enfin, à l'issue du webinaire, comme je vous le disais, le replay de cette matinée ainsi que les supports de présentation seront mis à disposition. Pardon. Maintenant, place aux interventions. Nous démarrons avec une rapide présentation des intervenants. Alors, bon, je ne me représente pas puisque je l'ai déjà fait. Michael Derbez, donc le chef de projet de la direction santé confort du CSTB, et Maria-Josée Rueda Lopez, ingénieure recherche et expertise à la direction santé confort également du CSTB. Voilà, qui seront les deux intervenants sur ce webinaire. Alors, on va peut-être passer à la slide suivante avec une rapide présentation du CSTB. Michael, je te laisse la parole. Très bien. Merci Vincent et bonjour à toutes et à tous. Donc, le CSTB est une entreprise publique qui a pour ambition d'imaginer les bâtiments et la ville de demain en accompagnant et sécurisant les projets de construction et de rénovation durable. Son objectif est d'améliorer la qualité de vie des usagers tout en anticipant les effets du réchauffement climatique. Il exerce pour cela 5 activités clés: la recherche et l'expertise, l'évaluation, la certification, les essais et la diffusion des connaissances. Ainsi, il répond à 3 missions principales qui sont de créer et regrouper les connaissances scientifiques et techniques, soutenir l'innovation et accompagner la transformation du bâtiment et de la ville, et enfin valoriser les performances des produits et les systèmes constructifs. Donc après cette courte introduction, je vous propose de passer à la présentation de la méthode qualité sanitaire et énergétique des rénovations, dite méthode QSE. Le CSTB a démarré en 2019 un programme de recherche sur l'évaluation de l'impact des rénovations énergétiques sur la performance globale des bâtiments. Dans performance globale, on entend l'évaluation de la qualité d'air intérieur, du confort d'ambiance et des consommations d'énergie. À l'époque, en 2019, lorsqu'on a démarré, très peu d'études évaluaient l'impact des rénovations énergétiques sur la performance de ces 3 items et on se pose des questions sur d'éventuelles contre-performances suite à la réalisation des travaux de rénovation énergétique qui peuvent être la réduction du taux de renouvellement d'air si un système de ventilation spécifique n'est pas mis en place. Il peut y avoir des risques de condensation au niveau des parois froides et un développement fongique. Il peut y avoir, suite à l'isolement de l'enveloppe, une émergence des bruits intérieurs qui, auparavant, étaient masqués par des bruits extérieurs.
Donc c'est dans ce cadre-là qu'on s'est posé 2 questions auxquelles on a voulu répondre. La première est d'évaluer l'impact réel des travaux de rénovation énergétique sur la performance globale des bâtiments de différentes typologies. Alors pour ça, on suit des bâtiments avant les travaux de rénovation et après les travaux de rénovation énergétique. Et le deuxième objectif est de fiabiliser la rénovation énergétique des bâtiments en facilitant l'évaluation de leur performance globale au moyen d'une méthode qui soit simple, qui soit peu coûteuse, à destination des gestionnaires de parcs, des collectivités territoriales, des bailleurs sociaux, et qui puisse être développée par ces mêmes acteurs. C'est ce qu'on a appelé la méthode QSE. Alors, c'est dans le cadre de 2 projets de recherche soutenus par le dispositif des certificats d'économie d'énergie, donc conduits sous la bannière du programme Profil, que, donc nous avons, répondu donc à ces questions. En 2019, dans le cadre du projet QSE, nous avons élaboré la méthode qualité sanitaire et énergétique des rénovations, ou méthode QSE, qui est reconnaissable avec le logo donc QSE. Et dans le cadre du projet Cartet, qui s'est inscrit dans la continuité du projet QSE, on a élaboré un centre de ressources qui est dédié aux futurs utilisateurs de la méthode QSE. On a déployé sur le terrain, avec 4 organismes volontaires, la méthode. Donc ils ont été formés, accompagnés pour déployer la méthode sur leur propre bâtiment. Il s'agit du département de Saône-et-Loire, de la ville de Caen, de la ville d'Épernay et du bureau d'études Indico, qui a déployé la méthode sur un bâtiment d'habitation appartenant à Nantes Métropole Habitat. Et enfin, nous informons et formons la filière au travers de communications que l'on fait à différentes occasions et par l'organisation de webinaires, dont le webinaire d'aujourd'hui. Si vous le voulez bien, je vais diffuser une courte vidéo de présentation de la méthode qui va vous donner donc un aperçu de ce qu'elle fait, et ensuite je pourrai reprendre la parole. Ah, excusez-moi, Mmh. je vais repartager. Pardon. Mmh. Oui, bon, ça a bien partagé avec le son, idéalement. Vous avez un projet de rénovation énergétique d'un bâtiment et vous souhaitez connaître l'état initial de sa performance globale, intégrant sa consommation d'énergie, la qualité de l'air intérieur, le confort d'ambiance, et ce, afin d'orienter les travaux d'amélioration. Vous avez réalisé la rénovation énergétique d'un bâtiment et vous souhaitez connaître sa nouvelle performance. Vous souhaitez évaluer l'impact des travaux de rénovation énergétique sur la performance globale d'un bâtiment ? La méthode qualité sanitaire et énergétique des rénovations, ou méthode QSE, est faite pour vous. Que vous soyez maître d'ouvrage, gestionnaire de parcs de bâtiments, représentant d'une collectivité territoriale ou de l'État, cette méthode vous offre un outil simplifié d'évaluation de la performance globale des bâtiments s'inscrivant dans une opération de rénovation énergétique. Maisons individuelles, habitations collectives, écoles maternelles ou élémentaires, bâtiments à usage de bureaux, toutes ces typologies sont visées par la méthode QSE. À partir des données collectées, l'indice de performance globale, très visuel, est simple à comprendre et à calculer. Il se base sur les calculs de ces sous-indices: qualité de l'air intérieur, confort et énergie. Alors, intéressé ? Découvrez toutes les informations relatives à la méthode QSE, son guide et ses annexes sur notre site internet. Vous avez un projet de... Voilà.
Donc, je vais reprendre la parole. Donc, la méthode QSE, à quoi sert-elle? C'est un outil d'évaluation de la qualité sanitaire et énergétique des rénovations qui sert d'outil d'aide à la décision et qui a été développé pour les acteurs du bâtiment. Comme vous l'avez compris, elle couvre la qualité d'air intérieur, le confort d'ambiance et les consommations d'énergie. C'est un outil qui est complémentaire au dispositif de surveillance réglementaire de la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant du public ou à tous les diagnostics qui pourraient être réalisés par des professionnels. Si la méthode QSE est déployée sur un bâtiment avant les travaux de rénovation énergétique, elle va permettre de caractériser l'état initial du bâtiment. Elle va permettre également d'identifier les éventuels besoins d'amélioration de la situation en matière de confort et de qualité sanitaire du bâtiment. Et donc, en gros, lorsqu'on va choisir les travaux de rénovation énergétique que l'on souhaite déployer sur ce bâtiment-là, on peut embarquer des travaux qui vont viser à améliorer le confort et la qualité sanitaire des bâtiments. Si la méthode est déployée uniquement après travaux de rénovation énergétique, elle permet donc de caractériser l'état du bâtiment donc après rénovation, de vérifier que les performances énergétiques sont bien au rendez-vous et d'identifier les points de satisfaction, mais également les points de vigilance, et auquel cas, des propositions d'action corrective seront proposées. Enfin, la méthode peut être déployée avant les travaux et après les travaux, et dans ce cas, elle permet d'objectiver l'impact des travaux de rénovation énergétique sur la performance globale des bâtiments. Alors, quels sont les résultats fournis par la méthode sur un bâtiment enquêté? Donc, à partir des mesures qui seront réalisées, des données recueillies par questionnaire, on aura d'abord un indicateur de performance globale qui sera calculé et qui sera présenté en fonction de son niveau de performance, satisfaisant, moyen, insatisfaisant. Il est calculé à partir de ces trois indices: l'indice qualité d'air intérieur, l'indice confort et l'indice énergie, et il est présenté sous la forme d'étiquettes. Le deuxième résultat est un rapport de rendu de résultats qui sera spécifique à l'enquête réalisée dans le bâtiment, qui va intégrer les étiquettes de l'indicateur de performance globale et de ces indices, et va proposer également des actions correctives en cas de performance insatisfaisante. Et enfin, le troisième résultat, c'est une comparaison de la performance du bâtiment par rapport au bâtiment de même typologie. Nous avons créé un centre de ressources pour que les futurs utilisateurs de la méthode soient informés et puissent se former. Vous trouvez ici le lien Internet. Ce centre de ressources, il est composé de 4 menus. Le menu Actualité, qui permet de retrouver les actualités donc, de la méthode et de se connecter, de s'inscrire à la newsletter pour rester informé sur l'évolution de la méthode. Un menu méthode QSE qui est là dédié spécifiquement à l'auto-formation. C'est là que vous allez retrouver plus de 40 tutoriels vidéo, les protocoles d'enquête, les questionnaires. Un menu performance globale qui, lui, est en accès restreint pour les utilisateurs de la méthode, qui va leur permettre de transmettre les données collectées. Les données vont ensuite être validées, elles vont être exploitées. L'indicateur de performance globale et ses indices vont être calculés. Le rapport de rendu de résultats et la comparaison des bâtiments va être généré de façon automatique. Et enfin, le dernier menu est la foire aux questions, où vous allez retrouver les réponses à vos questions. Comme vous l'avez entendu dans la vidéo de présentation, cette méthode, elle s'adresse à toute la filière du bâtiment et plus spécifiquement aux organismes en charge donc, de la gestion ou des rénovations de bâtiments. Et on cible notamment les collectivités territoriales, les gestionnaires de parcs, les bailleurs sociaux et les bureaux d'études. Cette méthode, elle peut être déployée sur 3 typologies de bâtiments. Les bâtiments à usage d'habitation, que ce soit des maisons individuelles ou des logements collectifs, les bâtiments à usage d'enseignement, écoles maternelles, élémentaires, collèges, lycées, et les bâtiments à usage de bureaux. La méthode doit être déployée soit avant les travaux, soit après les travaux, ou avant ou après, mais à chaque fois, on doit réaliser 2 enquêtes. Une enquête pendant la période d'été qui couvre la période du 1er juin au 31 août, et une enquête pendant la période d'hiver qui couvre la période du 1er décembre au 29 février.
Au niveau des habitations, donc dans le cas d'une maison individuelle, nous allons instrumenter le logement. Dans le cadre d'un immeuble collectif, nous allons instrumenter 3 logements, un logement rez-de-chaussée, un logement au dernier étage et un logement en étage intermédiaire. Et pour les enquêtes dans les bâtiments à usage d'habitation, la durée d'enquête est de 7 jours. Dans les bâtiments à usage d'enseignement et de bureau, on va enquêter 3 salles de classe ou 3 espaces de bureau. Et là, la durée de l'enquête est de 5 jours, c'est-à-dire du lundi matin au vendredi soir. Alors concrètement, comment est-ce qu'on fait pour déployer la méthode et pour utiliser le centre de ressources? La première étape est de s'auto-former via le centre de ressources en consultant les tutoriels vidéo, en téléchargeant les protocoles. Et ensuite, si vous avez des questions, consultez la foire aux questions pour trouver les réponses à vos questions. Et si ça ne suffit pas, vous pouvez remplir le formulaire de contact et nous pourrons répondre à vos questions. La deuxième étape consiste à s'équiper d'un kit de mesure. Vous avez la possibilité donc d'acquérir un kit de mesure ou alors le CSTB peut mettre à disposition un kit de mesure dans la mesure de ses possibilités. Sur la troisième étape, vous allez réaliser les enquêtes. Donc, je vous rappelle, une enquête en été, une enquête en hiver par phase. Donc, cette enquête, elle dure 7 jours dans l'habitat, 5 jours pour les écoles et les bureaux. Et enfin, la quatrième étape, où là, vous allez sur le centre de ressources, créer votre compte utilisateur, créer votre bâtiment, transmettre les données de l'enquête que vous avez réalisée. Et là, les données vont être exploitées, vont être validées d'abord, puis exploitées. Et ensuite, la cinquième étape, vous allez récupérer les résultats de la méthode, le calcul automatique de l'indicateur de performance globale et de ses indices, l'édition du rapport de rendu de résultat, avec des conseils et des propositions d'action en cas de performance insatisfaisante, et enfin, la comparaison du bâtiment avec d'autres bâtiments de même typologie. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de qualité d'air intérieur, de confort et d'énergie, mais qu'est-ce qu'on mesure concrètement? Pour la qualité de l'air intérieur, on va mesurer 6 paramètres. Il y a 5 paramètres, de confinement, le CO2, et de paramètres de pollution physique ou chimique, et un paramètre évalué par questionnaire. Donc pour la qualité de l'air intérieur, on va mesurer le dioxyde de carbone, le formaldéhyde, le dioxyde d'azote, les particules en suspension PM2,5 et le radon. Et on va évaluer le risque potentiel d'excès d'humidité et de développement fongique à partir de questionnaires. Pour le confort, l'indice confort, on va évaluer 4 sous-indices. Le sous-indice confort thermique, confort acoustique, confort visuel et confort olfactif. Le sous-indice confort thermique se compose de 3 critères, un critère sanitaire et 2 critères perceptifs. Le sous-indice confort acoustique se compose d'un critère performantiel et d'un critère perceptif, et les 2 sous-indices confort visuel et confort olfactif se composent d'un critère perceptif. Au niveau de l'indice énergie, on a 4 indicateurs. 4 indicateurs sont évalués pour les bâtiments à usage d'habitation. Il s'agit du ratio surfacique de la consommation annuelle d'énergie finale, le ratio surfacique de la consommation annuelle d'énergie primaire, ratio surfacique des émissions annuelles de gaz à effet de serre et le ratio surfacique de la facture énergétique annuelle. Pour les bâtiments à usage d'école et du bureau, seul le ratio surfacique de la consommation annuelle d'énergie finale est évalué. Alors, de quoi se compose le kit de mesure? En fait, il est en 2 parties. Il y a une partie qui est spécifique à la mesure de la qualité d'air intérieur et du confort thermique, et une autre partie qui est plus spécifique à l'évaluation du confort acoustique. Sur la partie du kit dédiée à la qualité de l'environnement intérieur, vous avez le choix de faire un suivi de base de la qualité de l'environnement intérieur ou un suivi poussé. Dans le cas où vous souhaitez faire un suivi de base de la qualité de l'environnement intérieur, vous pouvez utiliser l'appareil Air Visual de chez IQR qui va mesurer CO2, température, humidité, PM2,5. Et puis vous aurez également besoin de dosimètre radon pour évaluer l'exposition au radon. Et si vous choisissez le suivi poussé de la qualité de l'environnement intérieur, vous allez avoir, en plus des paramètres précédemment cités, la mesure du formaldéhyde et du dioxyde d'azote. Et là, vous utiliserez le Nemo Urban de chez Etera,
avec donc les consommables qui sont nécessaires pour la mesure du formaldéhyde et le dosimètre radon pour la mesure de ce paramètre. Ensuite, la deuxième partie du kit est composée du matériel nécessaire pour l'évaluation du confort acoustique. Vous avez donc une application qui est gratuite, qui est téléchargeable et qui fonctionne uniquement sur Android. Vous allez devoir utiliser votre téléphone donc portable Android, un mini microphone et une enceinte. Alors, j'en ai terminé pour la présentation de la méthode. Maintenant, je vous propose de parcourir ensemble le centre de ressources de la méthode QSE. Alors voilà, nous sommes sur le centre de ressources à cette adresse ici, qse-rénovation.fr. Donc vous trouvez en haut un bandeau avec les 4 menus que j'ai cités précédemment: actualité, méthode QSE, performance globale et foire aux questions. Sur la première page, vous avez donc un message de bienvenue, un court descriptif de la méthode QSE et ensuite les dernières actualités. Donc c'est les 3 dernières actualités qui s'affichent ici sur la première page. Et en dessous, dans le bandeau inférieur, ici, vous avez la possibilité de vous abonner à la newsletter en renseignant votre courrier électronique et en appuyant sur le bouton s'abonner. Donc, je vous propose de parcourir ensemble les différents menus. Donc, dans Actualité, vous allez retrouver l'intégralité des actualités depuis la mise en service du centre de ressources. Et si vous voulez avoir plus d'informations, plus de détails sur l'actualité, il suffit de cliquer sur l'onglet Voir le détail ici. Au niveau du menu méthode QSE, vous avez un menu à gauche qui apparaît. Donc, je vous rappelle, ce menu-là, il est destiné à l'auto-formation des utilisateurs de la méthode. C'est là où on va trouver tout le matériel pédagogique qui est nécessaire. Donc, le premier onglet, présentation de la méthode QSE, vous allez retrouver la vidéo de présentation qu'on a visionnée ensemble et un guide méthodologique et ses annexes. Dans mode d'emploi et collecte de données, vous allez trouver tous les protocoles détaillés qui expliquent comment est-ce qu'on va réaliser les mesures et on va également trouver des tutoriels vidéo et bien sûr des questionnaires d'enquête. Dans calcul de l'indicateur de performance globale, les vidéos expliquent comment est-ce qu'on calcule l'indicateur de performance globale et ses indices. Et enfin, un menu sur l'utilisation du centre de ressources. C'est là que sera hébergé le replay de ce webinaire. Alors, donc, je vous propose de regarder rapidement donc, le contenu de chacun des menus. Donc là, vous retrouvez effectivement la vidéo et ici, en téléchargement, le guide d'évaluation de la performance qui reprend toutes les informations de façon très synthétique, des guides à usage des occupants des bâtiments que vous allez enquêter, donc le guide d'habitation, école et bureau, et puis un flyer de présentation pour présenter la méthode. Dans le menu mode d'emploi et collecte de données, donc on va retrouver dans questionnaire d'enquête tous les questionnaires d'enquête que vous allez devoir utiliser, qui sont rangés par typologie et par phase d'enquête. Donc là, par exemple, pour les bâtiments à usage d'habitation, vous avez ici le questionnaire habitation avant travaux ou le questionnaire habitation après travaux. Et ici, vous avez le questionnaire après travaux, sans avant travaux, donc qu'il faut renseigner dans le cas où vous n'avez pas réalisé l'évaluation avec la méthode QSE avant les travaux de rénovation. Vous avez la même chose pour les bâtiments d'enseignement, pour les bâtiments à usage de bureau. Et là, vous avez des questionnaires qu'il faut renseigner systématiquement à chaque enquête, et quelle que soit la typologie du bâtiment, l'activité au cours de la semaine de mesure, le risque potentiel d'excès d'humidité et de développement fongique, le questionnaire humidité et le questionnaire perceptif. On a ensuite donc le calcul de l'indicateur de performance globale ici. Donc vous avez une vidéo qui présente, donc qui explique en détail comment est-ce qu'on calcule l'indicateur. Et c'est cette vidéo, on va la visionner un petit peu plus tard. Vous avez ici le tutoriel qui explique comment on calcule l'indice de qualité d'air intérieur. Et en dessous, vous avez les tutoriels qui expliquent comment on calcule chaque critère
qui permettent de calculer l'indice qualité d'air intérieur. Ici, le critère CO2, le critère formaldéhyde, le critère NO2, le critère PM2,5, critère radon et le critère risque potentiel d'excès d'humidité et de développement fongique. Vous avez exactement la même chose, la même logique sur l'indice confort et l'indice énergie. Alors, en dehors donc de ce menu-là, on a le menu performance globale. Donc, ce menu-là, on va l'explorer un petit peu plus tard dans la présentation. C'est ce menu-là qui est en accès donc réservé pour les utilisateurs de la méthode qui vont créer un compte. Et vous avez un menu donc foire aux questions où là vous allez retrouver les réponses à vos questions. Donc, vous avez la possibilité de trouver une réponse à vos questions en tapant un mot-clé, ou alors en sélectionnant une partie des catégories. Voilà. Vous avez les questions qui apparaissent en bleu et les réponses apparaissent en noir juste en dessous. Voilà, c'est le cas pour tout. Et si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, vous pouvez nous contacter directement en cliquant ici. Dans ce cas-là, vous avez un formulaire qui s'affiche. Vous pouvez indiquer votre adresse électronique pour qu'on puisse vous répondre. Nom, prénom, métier, le thème que concerne votre question et ici indiquer votre question et puis donc envoyer cela. Voilà. Donc j'en ai terminé avec la présentation du centre de ressources et je me permets donc de partager à nouveau mon écran pour parler du calcul de l'indicateur de performance globale. Là, on arrive un peu plus dans le détail de la méthode. Donc je vais lancer la vidéo. Voilà. L'indicateur de performance globale est calculé à partir des mesures réalisées dans chacune des pièces concernées. La chambre principale d'un logement, 3 salles de classe d'une école, 3 espaces de bureau d'un immeuble à usage de bureau, avant et ou après rénovation. Cet indicateur est tricolore. Il est vert pour un niveau satisfaisant, orange pour un niveau moyen et rouge pour un niveau insatisfaisant. L'indicateur de performance globale est fonction de 3 indices. L'indice qualité de l'air intérieur, bicolore, à calculer en hiver et ou en été. L'indice confort, tricolore, à calculer en hiver et ou en été. L'indice énergie, tricolore, à calculer sur une année. Le niveau de l'indicateur de performance globale est déterminé à partir de celui de chacun des 3 indices. Il est satisfaisant si les 3 indices sont satisfaisants, insatisfaisant si au moins un des 3 indices est insatisfaisant, moyen pour les autres cas. Le calcul de chacun des indices requiert des informations spécifiques. Pour l'indice QAI et en suivi de base, les concentrations en dioxyde de carbone, en particules de diamètre inférieur à 2,5 micromètres, et en radon, ainsi que les questionnaires renseignés. Dans le cas d'un suivi poussé et en plus des paramètres précédents, le formaldéhyde et le dioxyde d'azote sont mesurés. Pour l'indice confort, la mesure de la température, de l'humidité relative, de l'isolement de façade, du bruit des équipements et les questionnaires perceptifs renseignés. Pour l'indice énergie, le recueil des factures de consommation d'énergie, électricité, gaz, bois, etc. Les factures de consommation d'énergie doivent porter sur une durée d'1 an. Les 3 types de questionnaires à renseigner sont le questionnaire habitation, école ou bureau, selon la typologie de bâtiment par l'opérateur. Accompagnement de mesures par les occupants, perceptif par les occupants. Les mesures de CO2, formaldéhyde, NO2, PM2,5, température et humidité relative sont réalisées sur une période d'une durée variable selon la typologie de bâtiment. Pour les bâtiments à usage d'habitation, la période est de 7 jours, incluant un week-end. Pour les salles de classe et espaces de bureau, la période est du lundi en début de matinée, avant l'arrivée des occupants, au vendredi en fin d'après-midi, après le départ des occupants. Les mesures doivent obligatoirement être réalisées en situation d'occupation, c'est-à-dire en présence des occupants des logements selon leur habitude, hors période de vacances scolaires et hors semaine ouvrée avec un jour férié pour les salles de classe sélectionnées, en présence d'au moins un occupant dans les espaces de bureau sélectionnés, au moins 4 jours sur 5 et au moins 4 heures par jour. Les mesures sont effectuées. Pour le suivi de base, toutes les 10 secondes pour les concentrations en CO2 et PM2,5, ainsi que pour la température et l'humidité relative. Pour le suivi poussé, toutes les 10 minutes pour les concentrations en CO2, NO2 et PM2,5, ainsi que pour la température et l'humidité relative,
et toutes les 2 heures pour la concentration en formaldéhyde. Dans le cas du radon, une seule valeur de concentration est associée à une période d'exposition des dosimètres d'au moins 2 mois entre septembre et avril. Les mesures du bruit sont réalisées de façon ponctuelle en suivant les consignes spécifiques du protocole. Toutes ces informations sont essentielles pour le calcul de l'indicateur de performance globale et doivent être collectées avec soin et rigueur. Voilà, je vais reprendre. Pardon. Hop. Voilà, je reprends la parole. Donc maintenant, on va regarder un petit peu plus en détail comment est-ce qu'on calcule chacun des indices. Le calcul de l'indice QAI se fait en été et en hiver et il est basé sur des mesures, vous l'avez compris, soit on fait un suivi de base, soit on fait un suivi poussé et il est également basé sur des réponses à des questionnaires. Donc l'indice QAI, il est basé sur 4 à 6 paramètres en fonction du type de suivi. Les critères CO2, formaldéhyde, NO2, PM2,5 et radon consistent donc à comparer les valeurs des concentrations avec des seuils de référence. Et le critère risque potentiel d'excès d'humidité et développement fongique est évalué à partir de réponses à des questions. Dans le cas où sur les 8 questions posées, une a une réponse oui, dans ce cas-là, on décrète qu'il y a un risque potentiel d'excès d'humidité et développement fongique. L'indice QAI est bicolore, il est vert ou il est rouge. Donc lorsqu'il est vert, il a une performance satisfaisante. Et ça veut dire qu'il n'y a aucun dépassement de seuil et aucun risque potentiel d'excès d'humidité. Et lorsqu'il est rouge, la performance est insatisfaisante. Ça veut dire qu'il y a au moins un risque de dépassement de seuil ou il y a un risque potentiel d'excès d'humidité et de développement fongique. Alors, pour chacun des paramètres, des seuils de référence ont été choisis parmi ceux actuellement en vigueur, en France ou à l'étranger. Il s'agit de seuils réglementaires ou de seuils sanitaires définis par l'ANSES ou bien par l'OMS. Pour le CO2 ici et puis pour le NO2, vous voyez qu'on a 2 critères, un critère court terme et un critère long terme. Ces critères ont été retenus car ces polluants n'ont pas les mêmes effets sanitaires selon la concentration et la durée d'exposition. Donc c'était intéressant d'avoir ces 2 seuils. Pour le formaldéhyde et puis pour les PM2,5, on a juste un seuil court terme parce que les effets sanitaires peuvent être importants, même après une exposition de courte durée, et donc il est indispensable de vérifier que ces seuils court terme ne sont jamais dépassés. Et enfin, pour le radon, on a un seuil donc long terme. Ça, c'est lié à la mesure de l'exposition du radon qui doit se faire sur une durée minimale de 2 mois. Alors, au niveau du confort, de l'indice confort, il est calculé en été et en hiver à partir de mesures et à partir de réponses à des questions. L'indice confort, il est tricolore, il est il est basé, excusez-moi, sur 4 sous-indices, le confort thermique, le confort acoustique, le confort visuel et le confort olfactif. Donc, il est tricolore, il est vert pour une performance satisfaisante, si les 4 sous-indices sont satisfaisants. Il est rouge pour une performance insatisfaisante si au moins un des 2 sous-indices, confort thermique ou confort acoustique, sont insatisfaisants. Et il est orange dans les autres cas. Donc j'attire votre attention sur le sous-indice confort visuel et confort olfactif qui est basé uniquement sur la perception des occupants. Dans ce cas-là, il n'y a pas de réalisation de mesures d'éclairement ou de mesures d'odeur. Et donc, nous avons décidé que les niveaux de performance de ces 2 sous-indices ne pouvaient être que satisfaisants et moyens. En d'autres termes, on donne moins de poids à l'évaluation au résultat de la performance du confort visuel et olfactif que pour l'évaluation du confort thermique ou acoustique, où là, on fait des mesures et il y a également des questionnaires. Voilà. Donc, je vais présenter en détail chacun des sous-indices. Le sous-indice confort thermique, il se mesure en été et en hiver par des mesures, par des questionnaires. Il se compose de 3 critères, un critère sanitaire, un critère perceptif subjectif et un critère perceptif objectif. Pour le critère sanitaire, il s'agit de comparer les températures avec des seuils sanitaires. Il ne faut pas dépasser donc, en température diurne en été la valeur de 32 degrés. On doit respecter la température nocturne en été, donc inférieure à 24 degrés, et on doit avoir une température diurne et nocturne en été et en hiver supérieure à 10 degrés.
On considère qu'il y a un dépassement s'il y a au moins 10% des valeurs des valeurs mesurées de température qui dépassent un de ces trois seuils. Donc, s'il n'y a aucun dépassement de ces trois seuils, le critère sanitaire il est satisfaisant. Et s'il y a au moins un dépassement, le critère sanitaire est insatisfaisant. Passons maintenant aux critères perceptifs subjectifs. En fait, là, il consiste à recueillir la perception des occupants par rapport au confort thermique. On va leur poser des questions. Est-ce que vous exprimez une gêne par rapport au confort thermique? S'il y a absence de gêne, dans ces cas-là, ce critère, il est satisfaisant. À partir du moment où il y a une gêne, et quelle que soit l'intensité de cette gêne, le critère sera insatisfaisant. Dans ce cas-là, on va demander aux occupants de nous préciser la nature de cette gêne à partir d'une liste de propositions. Et enfin, nous avons le critère perceptif objectif qui, lui, est basé sur les méthodes de prévision de la sensation thermique, donc selon la norme NF-EN ISO 16798. Ce critère, il est construit à partir de la perception d'un groupe de personnes et d'hommes et de femmes en bonne santé soumis aux mêmes conditions thermiques. Et en fait, l'évaluation de ce critère permet de contrebalancer la perception subjective des occupants qui pourraient être influencés par leurs caractéristiques spécifiques. Pour les bâtiments climatisés, on va utiliser le vote moyen prédictif PMV et le pourcentage d'insatisfaits PPD et en déduire le pourcentage de satisfaits. Et puis, pour les bâtiments non climatisés, on va utiliser le confort adaptatif. Alors, je vais décrire le sous-indice confort acoustique. Ce sous-indice, il est composé de deux critères, un critère performantiel et un critère perceptif subjectif. Il est également tricolore et il est donc vert satisfaisant dans le cas où le critère perceptif et le critère perceptif subjectif sont verts. Il est rouge dans le cas où un des deux est rouge. Pour le critère perceptif, on va évaluer on va faire une estimation de l'isolement de façade et on va faire une estimation des bruits des équipements. Et on va comparer ces valeurs par rapport au seuil qu'il faut atteindre pour l'isolement de façade et au seuil qu'il ne faut pas dépasser pour le bruit des équipements. Et enfin, pour le critère perceptif subjectif, c'est la même chose que pour le sous-indice confort thermique. On va demander aux occupants leur perception du confort acoustique. En absence de gêne, donc le critère est vert, et lorsqu'il y a une gêne, le critère est rouge, et dans ces cas-là, on invite les occupants à préciser la nature de leur gêne. Je vais passer maintenant au calcul de l'indice énergie. Donc l'indice énergie, il est calculé, lui, par contre, sur une durée d'une année à partir du recueil de factures d'énergie, toutes les énergies utilisées dans le bâtiment. L'indice énergie, il est tricolore et il se compose de plusieurs indicateurs. Il y a 4 indicateurs qu'on prend en compte pour les bâtiments à usage d'habitation. Il y a le ratio surfacique de la consommation annuelle d'énergie finale, ratio surfacique de la consommation annuelle d'énergie primaire, ratio surfacique des émissions annuelles de gaz à effet de serre et le ratio surfacique de la facture énergétique annuelle. Pour les bâtiments à usage d'enseignement et de bureau, dans ces cas-là, il y a seulement l'indicateur ratio surfacique de la consommation annuelle d'énergie qui est pris en compte. L'indice énergie, il est vert satisfaisant lorsque les 4 sous-indices sont satisfaisants. Il est rouge si au moins un des 4 est rouge. Et il est orange dans les autres cas. La performance de chaque sous-indice de consommation est déterminée en comparant la valeur calculée avec 2 seuils qui sont définis à partir de données représentatives du parc. Un seuil entre la performance satisfaisante et la performance moyenne, et un seuil entre la performance moyenne et la performance insatisfaisante. Pour les bâtiments à usage d'enseignement et de bureau, on aura un seuil entre la performance moyenne et la performance insatisfaisante qui est défini par la moyenne de ce ratio à climat normal pour le parc français de bâtiments d'enseignement ou de bâtiments de bureau. Et le deuxième seuil
qui définit la performance satisfaisante et la moyenne. Il est défini selon l'exigence en absolu pour 2030 de l'obligation réglementaire éco-énergie tertiaire. Ce dernier seuil, il est dépendant du lieu d'implantation du bâtiment et il est calculé au cas par cas. Pour les bâtiments à usage de logement, les seuils sont basés sur une base représentative du parc donc de résidentiel issue de l'enquête sur les consommations réelles, l'enquête Phébus de 2012. Voilà. J'en ai terminé avec la première partie de la présentation et je laisse la place. Donc, je redonne la parole à Vincent. Oui, bah écoute, juste pour faire la transition, et je vais la redonner tout de suite à Maria Rossier, pour savoir s'il y a des questions dans le chat, et donc pour que tu puisses les poser à voix haute. Oui, je vous remercie à tous pour, d'abord Michael pour la présentation et à toutes les personnes qui nous ont partagé ces questions. Nous avons déjà plusieurs. La première, c'est pourquoi les établissements d'enseignement supérieur sont exclus de la méthode QSE? On a... oui, pardon, oui, là il n'y a plus d'écho. En fait, il fallait commencer par quelque chose. Donc, on a commencé par des bâtiments pour lesquels on avait une image du parc. Donc, c'était les bâtiments à usage d'enseignement, donc école maternelle et élémentaire. Et puis, sur les bureaux et sur les logements. Et ensuite, on a développé la méthode sur les collèges et les lycées. Ensuite, il faudra l'adapter pour pouvoir l'appliquer à des établissements supérieurs. Voilà. Ensuite, une deuxième question, c'était est-ce que la méthode peut être utilisée pour les collèges et pour les lycées? Alors oui, tout à fait, elle peut être utilisée pour les collèges et les lycées. Et d'ailleurs, on l'a déployée sur les collèges avec le département Saône-et-Loire. Très bien. Il y a quelqu'un qui nous demande si serait-il possible de récupérer la présentation. Oui, elle sera mise à disposition. Alors, sur le centre de ressources de la méthode QSE, mais également sur le site internet Profil et le site ProRéno. Il y a une autre question, c'est avec quel appareil calibré mesurez-vous précisément les formaldéhydes? Alors, le formaldéhyde est mesuré avec l'appareil Nemo Urban de chez Etera. Et à chaque enquête, on fait un étalonnage. On a des petits badges qui permettent de faire l'étalonnage. Et ensuite, la mesure est faite à partir d'un consommable. Donc, il y a une réaction chimique qui se fait. Et c'est à partir de l'opacité du badge qu'on en détermine indirectement la concentration du formaldéhyde. Une autre question, c'est pourquoi on ne mesure pas les COV, les composants organiques volatiles? Alors, il faut savoir que l'appareil Nemo Urban de chez Etera dispose d'un capteur COV. On a volontairement mis de côté les mesures de COV car pour tous les appareils qui existent sur le marché, il est difficile, enfin, on a des doutes sur les COV qui sont mesurés. Quand on compare avec les COV que nous, on peut mesurer, par exemple, par un prélèvement passif, puis ensuite une analyse au laboratoire où on va identifier composé par composé, on ne s'y retrouve pas. Donc, du coup, comme aujourd'hui, voilà, on a des doutes sur les mesures des COV qui ne sont pas spécifiques et on ne sait pas quels sont les COV qu'on mesure. On a préféré les écarter. Il y a une autre question. Quel est le prix d'utiliser la méthode? Il semble que ce n'était pas clair que la méthode est un outil gratuit. Oui, alors la méthode est un outil gratuit. Le centre de ressources, il est accessible à tous et le menu performance globale est également accessible à tous. Ce qui va coûter, c'est donc le kit de matériel et l'achat des consommables et le temps que vous allez passer sur le terrain pour déployer la méthode, renseigner le centre de ressources et puis pour vous auto-former. Ensuite, il y a quelqu'un qui nous demande qui sont les financeurs du CSTB ou de la méthode.
Alors, le projet, donc la méthode a été élaborée et a été testée, le centre de ressources a été créé dans le cadre du financement des dispositifs du certificat d'économie d'énergie, dispositif C2E, dans le cadre du programme Profil, qui est une réunion de 16 organisations professionnelles du bâtiment. Ensuite, pourquoi on se base sur des factures pour la partie énergie? Alors, on devait faire, donc l'idée c'était de réaliser une méthode la plus simple possible. Et donc, on a essayé de faire en sorte qu'elle soit donc déployable par le plus grand nombre. Pour la qualité de l'air intérieur, hein, on a également fait des choix. Et pour l'énergie, il a été décidé que le niveau zéro de la méthode, c'était de récupérer les données de consommation d'énergie à partir des factures qui étaient accessibles par tout le monde. Voilà. Est-ce qu'il faut-il attendre au moins 1 an après les travaux pour faire l'évaluation? Vous pouvez faire l'évaluation quand vous le souhaitez. Il est par contre certain que si vous faites les travaux juste après les travaux de rénovation, vous risquez d'avoir, côté qualité d'air intérieur, effectivement des émissions plus importantes puisque vous allez utiliser des matériaux neufs qui vont plus émettre. Côté consommation d'énergie, vous allez effectivement avoir peut-être une surconsommation parce que vous allez être dans moins de la première année de fonctionnement du bâtiment où là, il y aura des réglages à faire, il y aura des rodages. Donc, voilà, c'est vrai que si on attend 1 an, on sera peut-être un peu moins, les résultats de la méthode seront peut-être un peu moins biaisés, moins impactés par l'impact immédiat des travaux, voilà, qui peut se comprendre. Et qui peut demander cette méthode QSE? Tout le monde peut l'utiliser, donc il n'y a pas besoin de la demander. Si vous souhaitez la déployer, vous pouvez la déployer et vous êtes complètement autonome pour pouvoir le faire. Oui, il nous demande aussi dans quel cadre cette méthode doit être utilisée. Alors, cette méthode, elle est utilisée par donc, les gestionnaires de parcs, les bailleurs sociaux, les collectivités territoriales, dans le cadre où vous souhaitez réaliser des travaux de rénovation énergétique. Voilà. Soit vous voulez les réaliser et donc vous voulez savoir où en est votre bâtiment, soit alors vous les avez déjà réalisés et vous voulez vérifier la performance globale de votre bâtiment et éventuellement corriger le tir s'il y a des dysfonctionnements. Et puis vous pouvez aussi, une fois que votre bâtiment est rénové, suivre la performance globale de votre bâtiment dans le temps avec cette méthode. Il semble qu'il y a pas mal de questions. On n'aura pas le temps de tout répondre, mais peut-être on peut se permettre de demander combien coûte un kit de mesure. Oui, le kit de mesure, donc l'investissement est environ de 7 000 € et il faut compter 800 € de consommables par phase, c'est-à-dire réalisation des enquêtes en été et en hiver. Et ensuite, vous réutilisez le kit de matériel à chaque fois et à chaque nouvelle phase, il faut rajouter donc 800 €. Voilà. Et nous allons essayer de répondre à toutes vos questions et peut-être dans la deuxième partie de cette session de questions-réponses qui sera après la 4e présentation. Et si on n'a pas le temps, on va essayer de vous faire une réponse personnalisée. Et sinon, si ce sont des questions qui reviennent toujours, on pourra aussi les publier dans notre phare aux questions pour que les réponses soient accessibles à tout le monde. D'accord. Donc, je vais poursuivre. Parfait. Bah oui, Mickaël, on peut passer à la 4e présentation, effectivement. Super, merci. Donc, je vous propose maintenant de rentrer là dans le cœur du centre de ressources et vous faire une présentation d'un rapport de rendu de résultats. Alors, pardon, excusez-moi. Donc, je vais aller sur le site internet, revenir... Voilà, ici, et on va passer ici dans l'onglet Performance globale. Donc, comme je le disais, cet onglet, ce menu-là, il est spécifique pour les utilisateurs de la méthode. On clique sur l'icône ou sur cliquer ici
pour arriver sur cette page-là. Donc, on demande à ce que l'utilisateur crée son compte. À partir du moment où il a créé son compte, il va se connecter. Et là va apparaître la liste de ces bâtiments. Donc, à votre première connexion, vous allez avoir un tableau vide. Voilà. Ici, vous voyez donc la liste des bâtiments qui a été créée pour ce compte-là. Chaque bâtiment a un identifiant unique, la ID 227, avec une typologie, une adresse, code postal, commune, département. Quand vous souhaitez créer un nouveau bâtiment sur lequel vous souhaitez déployer la méthode QSE et réaliser une enquête, il suffit donc de cliquer sur Nouveau bâtiment. Vous choisissez la typologie du bâtiment. Pour l'adresse, vous commencez à taper l'adresse et des propositions vous sont faites. Alors, bon, il y a un petit... Voilà, c'est ça. Je commence à taper l'adresse, des propositions sont faites et ensuite je choisis la proposition qui me convient. Et donc, du coup, le code postal, la commune et le département se renseignent de façon automatique. Et ensuite, je n'ai plus qu'à cliquer sur créer le bâtiment pour qu'il soit créé. Et là, du coup, je vois que ce bâtiment-là que je viens de créer à l'instant se retrouve en tête de liste de ma liste des bâtiments. Alors ensuite, on imagine que dans ce bâtiment-là qu'on a créé, on va réaliser une enquête. Dans ces cas-là, donc on clique sur ce bâtiment, on va cliquer en haut là à droite, nouvelle enquête, et on va indiquer ici quel type d'enquête on va faire, soit une enquête avant travaux, soit après travaux, soit une enquête avant travaux sans phase avant, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu l'occasion de déployer la méthode avant les travaux. Donc, je propose de choisir avant travaux et ensuite je valide. Et donc là, je vois une ligne qui apparaît au niveau de mon bâtiment, donc l'identifiant se retrouve toujours ici. Et ensuite, je vais pouvoir, en cliquant sur la ligne, avoir accès à tous les renseignements, donc les données à renseigner. Donc, vous avez sur la gauche un menu et sur la droite le contenu. Alors, sur la gauche, donc les questionnaires, par exemple, ou les mesures à transmettre. Et puis, sur la droite, vous avez le détail du questionnaire. Donc, par exemple, le questionnaire établissement scolaire. On a ici donc les questions auxquelles il faut répondre. Donc, il faudra renseigner une altitude. Il faudra renseigner ici le type d'établissement scolaire. Et ce que vous voyez, c'est qu'au fur et à mesure que vous saisissez la question, elle est enregistrée et vous avez une coche qui apparaît au niveau de chacune des rubriques. Voilà. Et la coche, elle apparaît également ici au niveau du questionnaire. Voilà. Donc, c'est exactement la même chose sur le bâtiment. Voilà, vous cliquez ici sur, par exemple, la fin de la construction, la période de construction, etc., etc. Voilà. Donc, on a exactement les mêmes choses sur un questionnaire, sur les questionnaires système et équipement, sur énergie utilisée et consommation annuelle, et ensuite sur les mesures, par exemple, isolement de façade. Vous avez ici, donc, pour chaque salle de classe, vous avez des questionnaires donc, à renseigner. Et là, on prend l'exemple de la salle de classe 1. Il faut indiquer la date de mesure. Ici, il faut indiquer l'heure de mesure, indiquer la façade qu'on a évaluée. Voilà, indiquer la localisation de la position de la source. Et ensuite, vous avez la possibilité ici de télécharger les fichiers de données. Voilà. Donc, c'est exactement la même chose sur les mesures de QAI à faire en été et en hiver. Et lorsque vous avez terminé de saisir vos données, vous cliquez sur le bouton « Commencer les calculs » pour voir le résultat. Donc là, je vous propose d'aller sur un bâtiment sur lequel les données ont été complètement saisies. Donc, c'est un bâtiment à usage d'habitation. C'est une école qui a été évaluée avant travaux de rénovation énergétique. Le bâtiment a une surface de 1000 m². Il a été construit dans les années 60 à 70. Il est en béton. Il ne possède pas d'isolation thermique, donc ni des murs, ni du plancher bas, ni du plancher haut. Les fenêtres sont en bois, sont en simple vitrage, sont équipées de protection solaire intérieure. Le chauffage est assuré par une chaudière au gaz et la production d'eau chaude sanitaire par un ballon électrique. Donc, on retrouve, donc, comme précédemment, donc, tous les menus donc, sur la gauche et ici tous les questionnaires avec les coches qui indiquent que tout a été saisi.
Donc, je clique sur « Commencer les calculs ». Lorsque je clique ici, on a donc des étiquettes qui apparaissent. Donc, en haut, vous avez le rappel sur le bâtiment. C'est un bâtiment à usage d'école. Son identifiant y est ici. C'est une évaluation avant travaux. Et ce que j'ai ici, c'est les étiquettes de l'indicateur de performance globale et de ses indices. Vous avez ensuite la date d'édition à ce jour et le moteur de calcul avec une petite note. Ici, on indique que ces résultats ont été obtenus avec la dernière version du moteur de calcul disponible. Si ce n'était pas le cas et si une nouvelle version était disponible, dans ces cas-là, on aurait eu un message en disant « Ces résultats ont été obtenus avec une version antérieure et on vous demande de recommencer les calculs en cliquant sur le bouton « Commencer les calculs ». Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a déjà une première étiquette. Ça, c'est l'étiquette de l'indicateur de performance globale, IPG, avant travaux. Ici, on indique que l'indicateur est insatisfaisant. Et en dessous, on a le détail sur l'indice QAI, l'indice confort et l'indice énergie. On s'aperçoit que l'indicateur de performance globale est insatisfaisant car l'indice QAI et l'indice confort sont insatisfaisants, alors que l'indice énergie, lui, est satisfaisant. Du coup, j'attire votre attention sur l'indice énergie. Il est satisfaisant tout simplement parce que cette collectivité a un économe de flux qui est en charge de la régulation des flux, de l'optimisation des systèmes, des réglages et des coûts, et ce qui explique pourquoi, malgré l'état de ce bâtiment, l'indice énergie est satisfaisant. Donc, je vais présenter maintenant en détail l'indice qualité d'air intérieur. Donc, l'indice qualité d'air intérieur est calculé à l'échelle du bâtiment, car il a été évalué pour chacune des salles de classe. Et on voit que les 3 salles de classe ont un indice qualité d'air intérieur qui est insatisfaisant. Quand je clique sur la salle de classe 1, j'ai une autre étiquette qui s'affiche. En fait, là, c'est le résultat de toutes les mesures qui ont été faites en été et en hiver dans cette salle de classe. Donc, on voit que la salle de classe 1 a une performance insatisfaisante. On voit ici que au niveau du critère CO2, NO2, PM2,5, formaldéhyde et radon, on est en dessous des seuils à ne pas dépasser. Par contre, il y a un risque potentiel d'excès d'humidité et de développement fongique pour les 2 saisons. On va regarder les résultats pour la salle de classe 2. Donc, on a la même situation avec en plus un problème de confinement, donc un dépassement de seuil de CO2 en hiver, et on a la même situation dans la salle de classe 3. Pour le confort, l'indice confort, on a un indice qui est insatisfaisant. L'indice confort est insatisfaisant dans les 3 salles de classe. Dans la première salle de classe, on s'aperçoit qu'on a un niveau satisfaisant pour le confort acoustique, le confort olfactif et le confort visuel, sauf pour le confort thermique et spécifiquement en été, où là, on a un niveau insatisfaisant. Pour la salle de classe 2, on a des niveaux satisfaisants pour le confort olfactif et visuel. Par contre, on a un niveau moyen pour le sous-indice acoustique et on a à nouveau un indice insatisfaisant pour le thermique en été. Pour la salle de classe 3, là, seul le sous-indice confort thermique est insatisfaisant en été et en hiver. Voilà. Alors ça, c'était les résultats qui s'affichent lorsqu'on est dans le formulaire de renseignement. Lorsque je reviens sur mon bâtiment, donc 131, ici, j'ai les données de l'enquête et ici, donc, je retrouve donc, les étiquettes de l'indicateur de performance globale et de chacun de ces indices. Et ici, j'ai la possibilité de télécharger le rapport de rendu de résultats donc qu'on va parcourir tout à l'heure ensemble. Voilà. Ensuite, j'ai la possibilité ici, avec cette icône, de télécharger donc la comparaison du bâtiment réalisé par rapport au bâtiment de même typologie et de même phase. Et ensuite, là, j'ai un onglet pour supprimer l'enquête. Donc, ce que je vous propose, c'est maintenant de passer à la présentation du rapport de rendu de résultats. Donc, je vais vous partager le document.
Donc, le rapport, donc, comme je le dis, il est généré de façon automatique. Il reprend toutes les informations donc, du bâtiment. Ici, on a un bâtiment à usage d'habitation qui a été évalué avant travaux et on a la date d'édition du rapport. Donc, ce rapport, il est composé en 5 parties. Donc, une première partie, description caractéristique du bâtiment. On reprend toutes les caractéristiques principales du bâtiment, de ses systèmes, de ses équipements. Ensuite, ici, une partie 2 sur les informations relatives aux enquêtes, date de début, date de fin de chacune des enquêtes en été et en hiver, et date de réalisation des mesures. Ensuite, ici, on a les résultats à proprement parler, où on aura la présentation du résultat de l'indicateur de performance globale, ensuite de l'indice de qualité d'air intérieur qu'on va présenter à l'échelle du bâtiment et à l'échelle des 3 salles de classe. Et on fera la même chose pour l'indice confort. On a ensuite une 4e partie sur les ressources documentaires complémentaires pour améliorer la performance globale des bâtiments. Donc, on a trié les sources en fonction de leur thème sur la performance globale, de façon générale, la qualité de l'air intérieur, le confort d'ambiance, l'énergie, et ensuite une dernière partie qui renvoie sur le centre de référence donc ProRéno, qui regroupe tous les outils nécessaires lorsqu'on veut réaliser une rénovation énergétique. Et enfin, une partie 5 annexe qui explique comment est-ce qu'on calcule les critères qualité d'air intérieur et confort. Voilà. Donc, je vous propose d'aller directement dans les résultats. Donc, l'indicateur de performance globale, donc on explique qu'il est calculé à partir de 3 indices, qu'il est tricolore. Ici, on explique que dans le cadre de ce bâtiment, l'indicateur de performance globale est insatisfaisant, car l'indice QAI et confort sont insatisfaisants. L'indice énergie, lui, par contre, satisfaisant. Ensuite, on arrive dans l'indice qualité d'air intérieur. Donc, on explique qu'il est basé sur 4 à 6 critères selon le type de suivi de base ou suivi poussé. On rappelle les seuils de concentration qui permettent de comparer donc, les mesures. Ensuite, on explique qu'il est évalué en été et en hiver, qu'il est bicolore. Et ici, on renvoie vers l'annexe 1 qui va réexpliquer en détail comment est-ce qu'on calcule l'indice QAI. Alors là, on présente l'indice QAI à l'échelle du bâtiment. Donc, on indique que dans ce bâtiment-là, l'indice est insatisfaisant. Salles de classe 1, 2 et 3 sont insatisfaisants. Et ensuite, on arrive dans chacune des salles de classe. Donc là, on va prendre l'exemple de la salle de classe 1. Donc on indique que la qualité de l'air intérieur de la salle de classe 1 est insatisfaisante du fait qu'au moins un des critères QAI n'est pas respecté. Donc en effet, il y a un risque potentiel d'excès d'humidité et de développement fongique pour ce bâtiment en été et en hiver, d'après les informations que vous nous avez communiquées. Alors, il semble que, d'après les informations communiquées, l'une des façades extérieures présente des fissurations. Au vu de ces constats, il convient de combler les fissures présentes en tenant compte des caractéristiques de l'enduit d'origine. Donc voilà, ça c'est le type de préconisation qu'on peut faire en fonction de la performance insatisfaisante qu'on observe. Au niveau de la salle de classe 2, donc on retrouve le risque potentiel d'excès d'humidité où on va donner les mêmes conseils, mais on trouve un autre risque, enfin un autre dépassement de seuil, plutôt c'est par rapport au renouvellement de l'air en hiver. Donc voilà la phrase, le texte qui est inscrit dans le rapport. Le renouvellement de l'air est insatisfaisant en hiver car le pourcentage de mesure de la concentration de CO2 au-dessus du seuil court terme 1450 ppm est atteint ou dépasse 10% en hiver. On rappelle que l'aération naturelle par ouverture de fenêtre ou l'utilisation spécifique d'un système de ventilation est un moyen efficace pour diminuer la concentration de CO2 de l'air intérieur. Ensuite, on regarde les réponses au questionnaire. On rappelle que selon vos réponses au questionnaire, le bâtiment n'est équipé d'aucun système spécifique de ventilation et que l'aération par ouverture de fenêtre est le seul moyen de renouveler l'air des salles de classe. On explique que l'enseignant nous a dit au cours de la semaine des mesures donc en hiver qu'ils ouvraient la fenêtre moins d'une demi-heure par jour. Et donc là, on conseille d'aérer au moins 10 minutes par jour et en plus à des moments précis de la journée, avant les premiers cours du matin ou de l'après-midi, pendant la période de présence, pendant les pauses et puis lors de toute activité polluante.
On préconise aussi de recommander que les enseignants qui partagent la même salle de classe coordonnent leurs habitudes d'aération. Et enfin, on dit que si le confinement de l'air persiste malgré l'application de ces conseils, dans ces cas-là, il est recommandé de faire appel à un professionnel pour le choix d'un système de ventilation qui soit adapté à l'occupation et aux caractéristiques des bâtiments. Alors, on a exactement les mêmes résultats et les mêmes préconisations pour la salle de classe 3 en termes de qualité d'air intérieur. Donc, je vais passer directement à l'indice confort. Donc, l'indice confort, on rappelle qu'il est basé sur le calcul de 4 sous-indices, thermique, acoustique, visuel, olfactif, qu'il est tricolore. Et on rappelle ici on a un lien direct sur l'annexe 2 qui permet de décrire comment est-ce qu'on va calculer le critère confort. Alors là, on présente donc l'indice confort à l'échelle du bâtiment. Il est insatisfaisant parce que l'indice confort est insatisfaisant pour les 3 salles de classe. Sur la première salle de classe, le critère est insatisfaisant car on a au moins un des critères confort thermique ou confort acoustique qui n'est pas respecté. Ici, c'est le confort thermique qui n'est pas respecté en été. Et on explique que il y a au moins 10% des mesures de température mesurées pendant la nuit qui dépassent le seuil de 24 degrés, que d'après les déclarations de l'enseignant, aucune aération par ouverture de fenêtre n'a été réalisée pendant la nuit. Donc du coup, on conseille de pratiquer l'aération nocturne lorsque cela est possible et lorsque la température extérieure est plus basse que la température intérieure pour évacuer la chaleur accumulée en journée. On rappelle que selon les déclarations, l'intégralité des menuiseries extérieures est équipée de simples vitrages, ce qui entraîne des transferts thermiques importants entre l'extérieur et l'intérieur, et que pour limiter ces transferts, il convient de faire appel à un professionnel pour envisager le changement de menuiserie et passer à un vitrage plus performant. Et que, enfin, selon les déclarations, les parois extérieures du bâtiment ne sont pas du tout isolées, et que ce qui entraîne évidemment un transfert thermique important entre l'extérieur et l'intérieur et qu'il convient de faire appel à un professionnel pour envisager l'isolation thermique des parois. Alors, pour la salle de classe 2, on a donc un risque, donc un dépassement au niveau du confort thermique donc en été, avec le même type de préconisation. Par contre, on a effectivement une performance moyenne au niveau de l'acoustique. Pourquoi? C'est parce qu'on a réalisé la mesure du bruit, la mesure de bruit qui serait supérieure au seuil qui serait défini. Mais aucune gêne n'a été exprimée. Pour la salle de classe 3, là, on a à la fois un problème acoustique, donc un problème thermique en été et en hiver. Donc voilà, c'est à peu près les mêmes conseils que l'on donne que ce qu'on a vu précédemment. Sur l'indice énergie, on rappelle comment l'indice énergie est calculé. On rappelle que cet indice la consommation, elle est comparée à 2 seuils. On indique ici quels sont les seuils qui sont pris en compte pour le bâtiment à usage d'école et on indique ici les valeurs des 2 seuils qui sont pris en compte. Et on montre ensuite l'étiquette de l'indice énergie. Donc, j'en ai terminé avec les résultats. Je présente très brièvement les ressources complémentaires qui permettent d'améliorer la performance globale du bâtiment. Donc, c'est des liens vers des documents donc divers et variés qui sont très intéressants. Donc, sur la performance globale, sur la qualité de l'intérieur, confort d'ambiance, sur l'énergie, et ici un lien vers le site ProRéno. Et ensuite, au niveau des annexes, vous avez donc le détail du calcul des critères QAI et du critère confort. Voilà. Donc, je pense que j'en ai terminé avec le rapport de rendu de résultats. Et je reviens donc sur la présentation et je rends la parole à Vincent. Écoutez, encore une fois, moi, je vais donner la parole à Maria Rosier pour qu'elle nous fasse remonter les questions. Merci d'avance et merci pour ta présentation, Michael. Merci Vincent, merci Michael. Il y a pas mal de questions en cœur. Donc, la première question de cette deuxième session de questions-réponses, c'est faut-il réaliser un STD, c'est-à-dire une simulation thermique dynamique, pour obtenir les indices de confort PMB et PPD? Alors
pardon Maria. Cela a été intégré dans le moteur de calcul du centre de ressources. Donc il suffit simplement de télécharger le fichier de données soit de AirVisual, soit de Nemo, où se trouve la mesure de température et d'humidité. Ensuite, derrière, nous, on a codé toutes les formules pour que le PMV, PPD soit calculé. Ensuite, est-ce que l'outil il peut être utilisé comme une alternative au référentiel de certification de bien-être? Alors, on l'a pas, pardon, on l'a pas déployé pour ça. Après, vous êtes libre de l'utiliser. En fait, par contre, il faut donc respecter les consignes qui sont décrites dans les protocoles, dans les tutoriels, et voilà. Et ensuite, donc, vous gérez les résultats. Après, derrière, les résultats, oui, s'il peut vous aider, c'est très bien, mais on l'a pas développé dans ce cadre-là. Le cadre, c'était plus un outil simple à déployer par les propriétaires de parcs ou les gestionnaires de parcs dans le cadre de situations de rénovation énergétique. La question, est-ce que les données d'intensité d'usage sont renseignées dans la méthode? Il nous donne des exemples. Pour un établissement scolaire, le nombre d'élèves, le nombre de salles de classe, le nombre de repas pris, hors d'utilisation de l'équipement et autres usages dans l'équipement. Pardon. On ne va pas demander le nombre d'élèves, le nombre de salles de classe. On va juste demander aux enseignants des 3 salles de classe qui seront instrumentées de renseigner un questionnaire, donc un questionnaire perceptif sur leur perception, du confort d'ambiance, mais également sur les activités qui aura lieu au cours de la semaine. Voilà. Mais il n'y aura pas plus d'informations. Et ensuite, par contre, effectivement, il y a des informations à renseigner sur le bâtiment, sur son mode constructif, sur l'isolation, sur ses systèmes, sur ses équipements, et évidemment sur les énergies et sur les factures d'énergie. Est-ce que pouvons-nous imaginer que les retours de cette méthode permettront d'alimenter une réflexion sanitaire dans l'établissement des seuils 2050 de consommation pour les décrets éco-énergie tertiaire? Alors, les données, alors pour l'instant, il faut savoir qu'on a assez peu de données dans le centre de ressources, puisque voilà, il y a, mis à part les utilisateurs que l'on a accompagnés, il n'y a pas d'autres utilisateurs qui a démarré qui a déployé la méthode, mais on peut imaginer effectivement que dans le futur, nous, on puisse récupérer les données consommation, les données quelles qu'elles soient, bien sûr en anonymisant les bâtiments, et qu'on puisse faire des exploitations qui puissent amener à pousser les curseurs un peu plus loin. Mais voilà, dans l'avenir, on peut imaginer voilà, d'améliorer la connaissance grâce à cet outil pour pouvoir faire évoluer les choses. Tu peux développer cette méthode? En fait, il suffit donc de vous auto-former à la méthode, de disposer d'un kit de mesure. Donc, soit vous l'achetez, soit alors vous pouvez prendre contact avec nous et dans la mesure du possible, et si on pourra mettre à disposition un kit de matériel. Et ensuite, vous déployez la méthode vous-même, et ensuite vous saisissez les données sur la centre de ressources pour que les résultats soient mis à disposition. Ensuite, quel coût global faut-il envisager pour les MOA, une école par exemple? Quel coût? Le coût global, il y a le coût d'investissement du matériel, ensuite il y a le coût de consommable, ensuite c'est plus le temps que vous allez mettre pour installer les appareils,
pour renseigner les questionnaires, pour récupérer les questionnaires. On estime l'installation des appareils de toute façon à peu de temps, enfin à 10 minutes. Hein. Le renseignement des questionnaires sera évidemment un petit peu plus long. Il faudra compter peut-être un peu, il faudra compter une heure et demie. Ensuite, il y a le recueil des factures d'énergie. Là c'est le gestionnaire qui va pouvoir vous les donner. Et ensuite, il y a la saisie au niveau du centre de ressources. Alors, pour optimiser le temps, on préconise d'utiliser des tablettes qui permettent d'avoir directement les questionnaires sur votre tablette et vous êtes sur le terrain. Et du coup, ça alimente directement le centre de ressources. Comme vous vous connectez au centre de ressources, ça l'alimente directement. Donc, ça évite d'avoir une partie collecte des données sur le terrain, puis une saisie ensuite, puisque vous faites tout ensemble. De la possibilité de prêt de kit par les CSTB. Est-ce que la prestation elle est payante? Oui, elle sera payante parce qu'il faut qu'on puisse rembourser les frais de maintenance et d'étalonnage des appareils et on fournit également les consommables que nous-mêmes nous allons acheter. Ensuite, quel est le niveau de confidentialité de la base de données performance globale? Autrement dit, est-ce que mes enquêtes sont accessibles à des autres personnes? Alors, non. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est ce que vous allez voir en tant qu'utilisateur. Moi, en tant qu'équipe projet, je ne verrai que l'identifiant, que la typologie du bâtiment, la phase, avant travaux, après travaux ou avant ça en prêt, et le département. Je ne verrai ni l'adresse ni la commune. Voilà. Donc du coup, les données, elles sont complètement anonymisées. Je sais que c'est une école qui a été faite dans le département du Cantal, et je sais que c'est une enquête après travaux. Voilà. Par contre, j'aurai donc toutes les données caractéristiques que vous avez transmises, mais par contre, je n'aurai aucune possibilité de localiser ce bâtiment-là. Vous seul savez où se trouve exactement ce bâtiment. Et donc les données, effectivement, elles sont les données de la base de données, elles sont confidentielles. Nous seuls, nous les avons, mais il y a un filtre d'anonymisation par rapport aux informations que vous pouvez renseigner. Il y a aussi des autres questions. D'abord, il nous remercie pour la présentation. Bon, merci. Et une question opérationnelle. Vous fournissez des questionnaires en format PDF. A priori, voué donc à être enseigné manuellement sur papier, ce qui signifie qu'il faut ensuite ressaisir toutes les informations manuellement dans l'interface pour avoir le traitement des données. Alors, il y a certains questionnaires que vous pouvez renseigner directement sur tablette. C'est les questionnaires d'habitat, enfin questionnaires bâtiment, puisque c'est vous qui l'enseignez. Par contre, effectivement, le questionnaire perceptif et le questionnaire accompagnement de la mesure, qui sont renseignés par l'occupant, c'est-à-dire l'enseignant ou la personne qui occupe le bureau ou la personne qui habite le logement, sont à ressaisir, oui, parce qu'eux n'auront pas accès au centre de ressources. C'est une autre question plutôt technique. Pour les kits de mesures acoustiques, on est très loin de ce qui est utilisé ou imposé par les normes et réglementations pour les mesures des bâtiments. Est-ce qu'il n'y aurait pas été plus adapté de partir sur les sonomètres classe 1 et homologués? Alors, la volonté était de proposer une méthode ultra simplifiée et à bas coût. Et donc, volontairement, on est parti sur des solutions simples que des non-sachants puissent mettre en place. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi une alternative aux mesures qu'on pourrait faire donc, avec les normes. C'est pour ça qu'on utilise un mini microphone, une enceinte et un smartphone avec une application gratuite. Par contre, je rappelle que la méthode QSE ne se substitue absolument pas aux mesures qui peuvent être réalisées dans le cadre de normes, des mesures réglementaires. On n'est pas du tout dans le même niveau. Je vous rappelle, la méthode QSE, elle est complémentaire à tout ce qui peut être fait au niveau aussi bien de la surveillance réglementaire que de toute mesure réglementaire. C'est un outil d'aide à la décision qui enclenche derrière des actions correctives.
Il y a des autres questions qui nous sont arrivées, mais via la boîte mail du centre des ressources. Et c'est en tant que locataire, puis-je utiliser la méthode QSU pour évaluer mon logement? Alors, oui, vous pouvez l'utiliser, mais il faudra donc un lot de matériel qui soit, enfin, il faudra du temps et puis un lot de matériel à disposition. Et toute dernière question, est-il possible que les seuils de comparaison changent avec le temps? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est prévu. On a prévu effectivement de pouvoir modifier les seuils de comparaison en cas de l'évolution de la réglementation. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et dans ces cas-là, quand vous allez calculer l'indicateur et générer le rapport et la comparaison, il y aura un message qui s'affichera en disant bah, recommencez les calculs, parce que du coup, ça prendra en compte enfin, la modification du seuil. Je me permets de passer la parole maintenant à Vincent. Voilà, le temps de rouvrir mon micro. Excusez-moi, je suis désolé. Ben, merci pour ces présentations. Merci pour les réponses aux questions et merci d'avoir posé toutes ces questions, évidemment. Nous arrivons donc au terme de ce webinaire. Comme je vous l'ai dit en introduction, les questions qui n'ont pas pu être traitées aujourd'hui feront l'objet de réponses personnalisées. Et vous serez par ailleurs destinataire des présentations du jour et nous vous transmettrons le replay dès qu'il sera disponible d'ici quelques jours. Il me reste à vous remercier toutes et tous pour votre présence aujourd'hui. Nous vous tiendrons bien sûr informés des prochaines dates et sujets des webinaires du CSTB. Et vous allez recevoir, si ce n'est pas encore le cas, très prochainement, une invitation concernant la journée de la recherche 2025 du CSTB, dont je peux déjà vous dire qu'elle se tiendra le 20 mai prochain, pardon, au SMA BTP sur la thématique de la santé et du confort dans le bâtiment. Excusez-moi, j'ai cru qu'il y avait une petite micro-coupure. Merci également aux intervenants, aux équipes de la direction santé confort du CSTB de nous avoir proposé ce webinaire. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous. Merci encore à toutes et tous et très très bonne journée.